Donc, en ce qui nous concerne, puisque j'ai fait Formasup avec un collègue, on a décidé de s'inscrire tout simplement parce que nous développons une plateforme d'enseignement à distance ou en ligne plutôt à la province de Liège, et donc nous voulions développer un cours sur cette plateforme et ça nous intéressait d'avoir le bagage pédagogique nécessaire pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions et surtout le faire en utilisant des critères pédagogiques formels. Alors, ce qui nous a intéressé aussi dans Formasup, c'est de continuer une réflexion qu'on avait déjà commencée lors d'un autre dispositif qui s'appelle Formadis. Et donc, on a voulu s'inscrire dans Formasup pour théoriser un petit peu ce qu'on faisait peut-être déjà de manière informelle dans nos cours et dans la construction de notre plateforme, et aussi simplement pour valoriser notre travail avec un diplôme qui aurait pu être acquis si on réussissait notre année et si notre projet aboutissait. Nous, on s'est inscrit pour l'aspect vraiment pédagogique, pas pour l'aspect technique. Donc on s'est inscrit pour l'aspect pédagogique puisqu'on supposait que l'aspect technique, étant donné que je suis informaticienne de formation, on pensait que sur le plan technique, on avait un certain nombre de choses. Maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être une petite réflexion à faire à ce sujet-là, c'est qu'en fait, il y a quand même pas mal d'aspects techniques qui nous ont intéressés, aussi bien dans Formadis que dans Formasup. La partie vidéo, justement, et la partie qui consistait plus spécifiquement à définir des pages web. On avait eu un petit cours sur Dreamweaver, etc. Donc cette partie-là technique, en tant qu'informaticien, on ne la maîtrisait pas du tout. Donc on s'est peut-être inscrit pour l'aspect pédagogique en se disant, bon, la technique on gère peut-être, mais c'était vraiment peut-être, il y avait des aspects qui nous ont quand même intéressés sur le plan technique. Alors le premier argument, c'est que je dirais à mes collègues que ça leur permettrait d'entamer une réflexion sur leur cours, qu'ils ont peut-être, mais qui n'est pas nécessairement formalisé, c'est-à-dire que ça va leur permettre de théoriser. Et c'est vrai que je pense que mes collègues en général sont de bons enseignants, ils ont une approche pédagogique correcte, ils se posent beaucoup de questions, ils remettent leur travail sur le métier périodiquement, mais bien souvent ils ne théorisent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suffisamment de théorie pour pouvoir raccrocher ce qu'ils font à des concepts pédagogiques, ne fût-ce que pouvoir nommer les choses et dire à un certain moment, tiens, ce que je fais, c'est ça. Et bien ça manque. Donc rien déjà que pour cet aspect-là, je trouve que ça apporte un plus. Et puis surtout pour réguler son cours, c'est-à-dire être capable de pouvoir évaluer ce qu'on fait, parce que généralement on évalue très mal ce qu'on fait, et pouvoir, sur base de cette évaluation-là, réguler son cours pour les années suivantes. Alors la plupart du temps, je vis avec des collègues qui, je pense, se remettent donc fondamentalement en question chaque année, mais pour eux se remettre en question, comme pour moi avant d'entamer Formasup, c'est se dire, tiens, l'année prochaine, je construirai bien mes groupes de cours différemment, parce que je pense que ce serait beaucoup plus apprécié des étudiants. Mais c'est ce que je pense moi, ce n'est pas ce que les étudiants éventuellement pensent. Alors on se dit, si on parle avec les étudiants, on a des bruits de couloir, donc ça veut dire qu'on parle avec les étudiants généralement avec qui on a des atomes crochus. Donc ils ne représentent pas la majorité des étudiants, ce n'est pas un bon échantillon. Et je crois qu'en faisant Formasup, effectivement, moi ça m'a apporté une certaine prise de conscience, de me dire qu'à certains moments, ce que je fais, je le fais avec ma vision des choses, ma vision d'enseignante, et non pas avec la vision d'apprentissage des étudiants. Donc c'est vrai que le paradigme enseignement-apprentissage, pour moi, ça a été totalement nouveau. Et pourtant, j'avais l'impression d'être une bonne enseignante avant. Et je pense que mes collègues le pensent aussi. Donc je pense que c'est ce que je leur dirais pour qu'ils s'inscrivent. Je crois aussi que beaucoup de mes collègues qui voudraient faire Formasup le feraient pour l'attrait des nouvelles technologies. Beaucoup me disent, tiens, nous on a envie de faire l'e-learning parce qu'on en parle beaucoup, parce que c'est à la mode, parce qu'on voit que d'autres font des réalisations dans le domaine, donc ils voudraient s'inscrire pour ça. Mais ce que j'ai envie de leur dire aussi, c'est qu'il ne faut pas s'inscrire uniquement pour des motivations techniques, parce qu'on ne pourra jamais rien construire de technique correctement si on n'a pas le bagage pédagogique nécessaire. Donc je crois qu'il faut qu'ils soient conscients des deux pour pouvoir s'inscrire. Certains aussi veulent s'inscrire pour des raisons beaucoup plus pratiques qu'est le KPS. Ils se disent, je dois faire le KPS, donc il faut quand même que je fasse quelque chose de pédagogique. Donc ils sont un peu attirés par des formations en pédagogie, quelles qu'elles soient. Et beaucoup disent, tiens, on ferait bien Formasup. Maintenant, ils ne se rendent peut-être pas compte que la barre est placée très haut, par rapport au KPS, mais en fait c'est une préoccupation qu'ils ont.
Moi, je crois que ce qui m'a vraiment motivée à m'inscrire, c'est une toute petite anecdote, un petit détail, mais ça m'a vraiment fait l'effet d'un électrochoc. À un moment donné, je suis venue à des ateliers qui sont organisés gratuitement, là où on s'était inscrite. On s'était inscrit avec mon collègue plutôt, et nous sommes venus assister à l'atelier. Et une des questions qu'on nous a posées m'a vraiment incité à m'inscrire ou à entamer la formation. La question était: quel est le dernier livre de pédagogie que vous avez lu? Et là, pourquoi est-ce que ça a été un électrochoc pour moi? Tout simplement parce que je me suis dit, à l'époque, ça faisait 17-18 ans que j'enseignais. J'avais fait des tas de formations en informatique puisque moi c'est ma spécialité, j'avais assisté à des tas de colloques, à des conférences, j'avais lu des tas de bouquins dans ma spécialité, mais jamais un bouquin de pédagogie depuis l'agrégation. Donc je me suis dit, mon Dieu, et ça fait 18 ans que tu enseignes, et tu n'as jamais pris la peine vraiment de t'attaquer à l'aspect pédagogique de ton travail, alors que tout ton temps est consacré à ta spécialité, c'est pas normal. Donc, et ça m'a donné envie d'en faire plus. Maintenant, donc, sur mon plan de carrière, ça ne m'apportera rien. Maintenant, en tant qu'enseignante, ça m'a quand même permis de progresser, fatalement, et ça m'a permis de progresser dans 2 axes, je dirais. Donc, le premier axe, c'est dans mon enseignement. Donc, c'est vrai que j'ai bien intégré le paradigme enseignement-apprentissage et que je suis beaucoup plus attentive à l'apprentissage de mes étudiants maintenant par rapport à mon enseignement. Et j'avais l'impression, mais c'est vrai que ça recoupe encore ce que j'ai dit dans la question précédente, j'avais l'impression d'être une bonne enseignante parce que je me remettais en question, mais je me remettais en question de nouveau sur des bases tout à fait subjectives. Donc ce que j'ai apprécié dans Formasup et qui m'a permis d'évoluer sur ce terrain-là, c'est de prendre conscience que, en fait, c'est interroger les étudiants eux-mêmes, interroger l'ensemble des étudiants qui allait me permettre d'avoir une vue objective des points forts et des points faibles de mon cours et me permettre de le réguler de manière correcte. Alors, ça enchaîne sur qu'avez-vous particulièrement apprécié dans Formasup. Alors, je répondrai Dieudo. Effectivement, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a toute une série d'enseignants qui sont de ma génération. Et je le vois, c'est peut-être lié au milieu dans lequel je vis et aux collègues directs que j'ai, mais qui ont une très mauvaise expérience de la pédagogie avec l'agrégation ancienne formule et qui ont un rejet ou un blocage vis-à-vis de l'aspect pédagogique des choses et qui se disent oui, les pédagogues, on les a vus pendant l'agrégation, donc on en a vu assez et on ne veut plus les voir. Or, effectivement, quand on rencontre le professeur Leclerc, on change radicalement d'avis puisque c'était pour moi le premier pédagogue enseignant que je rencontrais. Donc quelqu'un qui fait de l'enseignement et qui ressent vraiment les difficultés que rencontre un enseignant. Alors, deuxième chose, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est les témoignages, c'est-à-dire les séminaires de témoignages et les séminaires d'échange. C'est parce que je ne sais plus si le Formasup est conçu de la même manière, mais chaque fois qu'on entamait une partie de l'année, on avait un séminaire de témoignage, donc on avait des personnes qui venaient témoigner de leur expérience, et puis on avait un certain travail à faire, et puis on avait des échanges. Donc on pouvait rencontrer nos pairs et on exposait un petit peu la manière dont on a avancé dans notre projet. Alors ça relève toujours de l'échange entre pairs, que ce soit des pairs qui ont fait avant ou que ce soit des pairs qui sont en train de faire le même travail que nous au même moment, mais ça m'a beaucoup apporté. Fatalement, de l'expérience des autres, on en retire énormément de choses pour son propre projet et pour sa propre pratique. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est le fait que l'on nous parle de la gestion d'un projet pédagogique. Parce que bien souvent, les participants qui s'inscrivent pensent développer un projet, mais n'ont aucune idée de ce qu'est la manière de gérer un projet pédagogique en tant que tel. C'est-à-dire se dire, tiens, mon projet, je le développe, il y a un certain nombre de phases, je dois d'abord analyser mes besoins, analyser l'existant, je dois passer par toute une série d'étapes, et puis réguler mon projet, c'est une éternelle boucle qui va recommencer. Donc pour ça, on nous a parlé d'une méthode qui était à l'époque comme RER, qui est devenue RIR, RIOR, etc. Mais je trouve qu'aborder les choses en nous mettant devant la méthode et en nous expliquant les étapes du projet, ça nous permettait aussi d'avoir une bonne vue générale du projet qu'on était entamé et des étapes par lesquelles il fallait qu'on passe. J'ai apprécié aussi la partie justement recherche expérimentale, parce qu'on a eu un petit module qui nous permettait de voir comment on allait évaluer notre dispositif et comment on allait recueillir des résultats. Et pour ce faire, on avait eu un petit peu de théorie sur la recherche expérimentale que je ne connaissais pas du tout, et un petit peu de statistiques à la clé qui en a découlé.
Moi, j'ai trouvé ça très, très enrichissant parce que justement, pour ma question de recherche, ça m'a permis de développer un dispositif pour lequel je pouvais analyser des résultats correctement. Et ça m'a permis aussi de comprendre que la recherche en pédagogie est quelque chose de vraiment pas facile, puisqu'on travaille avec de l'humain, on ne peut pas avoir des échantillons comme en sciences par exemple, c'est toujours en mouvant. Si on veut comparer une population scolaire d'une année à l'autre, ben, c'est plus la même, donc effectivement ça pose des tas de problèmes sur le plan scientifique pur. Ensuite, ben, la rédaction de la question de recherche se complétait par une ébauche de portfolio professionnel. Je n'avais jamais réalisé cet exercice-là, donc ça m'a permis de construire le début de mon portfolio. Et surtout, ben, ça m'a permis de recenser un petit peu toutes les expériences pédagogiques que j'avais menées, toutes les innovations peut-être que j'avais apportées, et de les valoriser quelque part, en tout cas de pouvoir les formaliser sur papier, pouvoir faire un document avec tout ça, ce que je n'avais jamais fait. Je dirais peut-être à quelqu'un qui veut s'inscrire, parmi les difficultés, moi je dirais c'est le temps. Faire Formasup, c'est très chronophage. Et bon, pour moi, l'expérience a duré 2 ans, puisque j'ai fait un an Formadis et un an Formasup. Et il faut être conscient que pendant ces 2 ans-là, je n'ai pratiquement fait que de la pédagogie. Donc ma discipline a été vraiment mise de côté et je n'ai pratiquement pas évolué dans ma discipline pendant ces 2 ans-là. Donc je crois que le principal problème, il se situe au niveau de la gestion de son temps. Et si on se dit, bah tiens, j'investis dans Formasup et je sais que je vais faire de la pédagogie à plein temps pendant X mois, et voilà. Mais il faut avoir la possibilité de se dire, bah, je laisse un peu dormir ma discipline pour pouvoir investir dans autre chose. Je crois qu'on a mis au point un dispositif à 2 niveaux. On a mis au point, nous, une plateforme d'apprentissage en ligne et on a construit des cours pilotes dans cette plateforme-là. Alors c'est vrai que pour nous, ce qu'on aimerait améliorer, ben, c'est surtout attirer les enseignants à faire la même chose que nous. Donc on essaye de les conscientiser sur les opportunités que peut apporter, dans notre cas, ben, l'e-learning. Alors comment est-ce qu'on compte s'y prendre et quels sont les points forts? Ben, pour nous, les points forts est surtout qu'on a réussi à redispenser dans notre institut ce qu'on avait appris dans Formasup. Je pense que c'était une chose vraiment importante. On a tout d'abord organisé une journée, enfin une petite une après-midi c'est pas une conférence, mais plutôt une après-midi d'information où tout le personnel de la haute école était convié et où on a exposé le projet qu'on avait développé. Et on leur a montré que c'était réalisable et qu'eux aussi pouvaient entamer le même type de dispositif. Et puis on a voulu aller un peu plus loin et on s'est dit qu'on mettrait bien en place une formation qui n'est pas évidemment du niveau de Formasup, mais qui permet de sensibiliser les enseignants à l'e-learning. Et donc on a mis en place une formation où les enseignants peuvent venir gratuitement et qui couvre à peu près 72 heures année. Donc ça se donne au 2e semestre, une demi-journée par semaine. Et donc les enseignants peuvent venir, ont l'opportunité d'avoir un minimum de connaissances techniques pour pouvoir développer un projet en e-learning et ont la possibilité de développer un micro-projet. Donc ils doivent réfléchir à une partie de cours qu'ils aimeraient améliorer. On leur dit d'emblée que ce sera minuscule, mais qu'il faut démarrer par un micro-projet. On essaye de leur apporter l'apport pédagogique comme on peut là-dessus. On est aidé en ça par Marianne, François et Dieudonné Leclerc qui viennent assurer quelques séances de théorie pure. Et nous, on est là pour l'encadrement technique et la gestion du projet au quotidien. Alors effectivement, ce qu'on aimerait améliorer, c'est mieux communiquer avec les étudiants, parce que je crois que ce qui nous manque par rapport à Formasup en général, c'est que dans Formasup, vous avez la possibilité d'organiser des ateliers où les gens peuvent venir voir ce qu'ils pourraient éventuellement développer. Nous, il faut qu'ils s'inscrivent et ils s'inscrivent sans avoir véritablement de projet. Donc ça, on aimerait mieux communiquer avec les enseignants pour leur montrer les différentes possibilités que l'e-learning peut leur apporter, les différentes innovations pédagogiques qu'ils peuvent apporter dans leurs cours et qui rencontrent aussi d'autres collègues qui ont déjà entamé le processus.
Maintenant, bon, la communication n'est pas facile à établir puisque on n'a pas de cadre légal dans lequel on peut organiser des ateliers ou des choses comme ça. Il n'y a que la formation pour l'instant qui existe. Maintenant, ce qu'on aimerait aussi améliorer, c'est attirer les gens sur la plateforme, ou en tout cas attirer les gens à faire de l'e-learning, mais par un biais un petit peu détourné. Et là, on a pensé à l'aspect administratif des choses. Donc, chaque enseignant a un compte sur la plateforme, quel qu'il soit. Donc, il a son compte. Les étudiants ont un compte également. Chaque cours a un forum. L'enseignant décide ou non de modérer le forum. Et surtout, par l'aspect administratif, on entend que l'enseignant qui veut obtenir une liste des étudiants qui suivent son cours, il a à sa disposition cette liste sur la plateforme. Donc il peut voir, bon, maintenant nous sommes dans un système où il ne suffit plus de savoir quels sont les étudiants qui sont en deuxième communication pour savoir les étudiants qui assistent à son cours, puisqu'on a des crédits anticipés de première, on a des crédits résiduels de troisième, donc ça fluctue d'un cours à l'autre. Donc l'enseignant qui veut exactement savoir quels sont les étudiants qui doivent suivre son cours, ben, il doit aller sur la plateforme pour avoir cette liste personnalisée pour son cours. Et corollairement à ça, on a mis en place l'encodage des points. Donc chaque enseignant ne rentre plus maintenant des fiches de points ou des feuilles de notes. Il a une feuille de notes électronique et il est obligé d'aller sur la plateforme pour encoder ses points. Donc ça incite beaucoup d'enseignants qui n'y venaient jamais à s'y connecter, et une fois qu'ils encodent leurs points, ben, parfois certains ont la curiosité intellectuelle de regarder un petit peu ce qui est à côté, de se dire bah, tiens, ah oui on peut faire ça, oui on peut faire ça. Donc c'est un biais un petit peu détourné qui permet d'inciter les enseignants à se connecter. Et d'après les statistiques que nous avons, ben, même des sections qui sont très peu informatisées, même des bâtiments de la haute école qui sont très peu câblés, et où bon, l'informatisation, en tout cas le câblage ne permet pas de se connecter à Internet, ben, malgré tout, en règle générale et en moyenne, 82% des enseignants ont encodé leurs points l'année dernière. Donc c'est vrai que les administratifs ont aussi la possibilité de le faire, notamment pour des professeurs invités ou du personnel qui n'est pas sur le site de la haute école, mais 82% des enseignants sont quand même connectés pour encoder leurs points. Donc on pense que c'est une bonne manière de les attirer sur la plateforme. Donc en fait, on travaille beaucoup par mimétisme. Donc on a essayé un peu de reproduire ce qu'on avait vécu dans Formasup. C'est vrai qu'on s'est inspiré de ça en se disant ben, ça marche très bien, donc pourquoi est-ce qu'à notre échelle, on ne pourrait pas aussi redispenser un petit peu la même chose en utilisant plus ou moins la même manière. Donc on essaye d'attirer les enseignants et de les placer dans les situations d'étudiants. Donc comme on l'a vécu nous-mêmes quand on a commencé le Formasup. Et généralement, bon, c'est vrai que l'enseignant qui développe un dispositif pédagogique chez nous dans l'e-learning ben, a une vue étudiante et voit exactement ce que l'étudiant développe. Et moi, bon, ce que ça m'a apporté dans ma pratique professionnelle en tant qu'enseignante, ben, c'est que une première chose, c'est qu'étant consciente que pour réguler mon cours, ben, je devais avoir des résultats objectifs. Ben, j'organise 2-3 enquêtes d'opinion sur l'année académique. Ces enquêtes sont organisées, les étudiants répondent et font parfois de très très bonnes suggestions d'amélioration du cours qui peuvent aller du changement de local par exemple. Il y a une année où ils ont trouvé que le local n'était vraiment pas adapté au cours tel que je le donnais, etc. Donc on a changé de local. Ça peut aller de choses comme ça jusqu'à une manière de concevoir l'aspect pédagogique du cours en tant que tel. Et puis j'organise aussi beaucoup de questionnaires formatifs. Les étudiants sont très demandeurs de ça parce que je donne un cours en deuxième bac. Et en deuxième bac, ben, ils ont très très peur de la manière dont ils seront évalués. Parce que bon, en deuxième, l'aspect informatique devient un peu plus prenant dans leur formation. Et donc ils se disent, ben, lors de l'évaluation, comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Je ne l'ai jamais fait, etc. Donc à chaque fin de chapitre, ben, j'organise des questionnaires formatifs en ligne. Et ils savent qu'ils auront un questionnaire certificatif en ligne qui sera du même style, avec le même dispositif, etc. Et j'essaie de leur donner un maximum de feedback. Donc dans ma pratique professionnelle, effectivement, ben, j'ai été attentive à la triple concordance, une chose que je ne connaissais pas du tout avant. Donc à essayer de faire cadrer mes méthodes d'apprentissage, mes méthodes d'évaluation et mes objectifs. Et essayer de recueillir un maximum de données des étudiants eux-mêmes pour mieux réguler le cours. Mais aussi, on essaie de faire venir témoigner des anciens. Enfin, anciens, pour nous, comme on n'a que 2 ans d'expérience, ben, cette année, ça a été faire venir des gens qui avaient fait la formation l'année avant et qui sont venus montrer leur projet et qui ont montré ainsi ce qui était possible de développer comme dispositif.